Bonjour et bienvenue dans cet épisode numéro 170 de Geeking, avec une nouveauté quand même, puisqu'on change de formule. Tu vois, c'est un peu un numéro spécial. Spécial. Ouais, on sait pas si ça va vous plaire ou pas, mais normalement... On sait pas si ça va nous plaire normalement, l'émission devrait être plus courte. Normalement, quand je dis ça, elle dure 2 heures. Donc, on verra. Bref, écoute, je te propose qu'on tarde pas plus, sinon elle va être plus longue. On enchaîne tout de suite avec les news. Et dans les news, nous avons retenu 10 news. D'accord. Et c'est toi qui vas nous dire la première. La première. Donc, on commence avec Rian Johnson de Looper, va être le réalisateur et le scénariste de Star Wars épisode 8. Oui, j'attendais que tu complètes. Tu vois, un peu d'interactivité et tout. D'accord, ok. Je te laisse faire la 2 ? Ouais, c'est ça. Tesla qui augmente l'autonomie de son Roadster de 250 km. Alors, le Roadster, c'est le premier qui était sorti, la première voiture électrique de Tesla qui était sortie. Et maintenant, donc, 640 km d'autonomie avec une charge. Ça devient intéressant, les voitures électriques, moi je vous le dis. Infiniti qui arrive pour une 3e édition avec l'annonce de Opération Ice Storm. La couverture a été dévoilée. On s'est demandé un peu ce que c'était, mais Seb nous a glissé que c'est juste une nouvelle boîte avec de nouvelles règles. Avec de nouvelles règles et des figurines. Xbox Originals, on en avait parlé vite fait, le fameux studio de Microsoft qui devait nous produire des séries de ouf et tout ça. Bon, et ben en fait, le studio a été dissous avant même d'avoir produit sa première série. Il y a quand même Halo qui va sortir et un documentaire sur Atari aussi. Enfin voilà, c'est tout ce qui vont sortir. Tout le reste en fait a été annulé puisque Microsoft quand même a annoncé qu'il licenciait 18 000 personnes, ce qui n'est pas négligeable. C'est à peu près, ils avaient récupéré 24 000 de chez Nokia et ils en perdent 18 000. Donc voilà. Du fou. Il reste le mammouth. Et si Xbox ferme certains projets, par contre Ankama en annonce des nouveaux avec la sortie du jeu d'aventure City Hall, un jeu de rôle basé sur le manga et oui, l'univers steampunk que Christophe nous avait déjà présenté. Ouais, exactement, qui est vachement bien. Et d'ailleurs, on avait fait une vanne bien pourrie. C'était quoi la vanne? Tu te rappelles plus? Sur Guillaume Lapère, non, c'est pas ça qu'on dit. Si, c'est ça. Lapère, il n'y en a pas deux. Pas deux, ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, il avait réagi dans les commentaires. Ah, je me rappelle pas. Tu te rappelles pas? Ouais. Et moi, j'avais dit de toute façon, moi je m'appelle Bonnet, donc bon, j'ai le droit de dire ce que je veux. Tu peux. Mais on la refera pas, hein, évidemment. Non, on la refera pas. Captain America, qui donc devient Black, puisqu'en fait, c'est le Faucon qui devient Captain America, et c'est en octobre. Timo me dit, ouais, mais ça durera pas. Ça va durer 6 mois et après, ça durera pas. 2 ans. 2 ans et ça ne durera pas. Et Thor qui donc devient une femme. 2 ans. Ça va durer 2 ans. C'est un scandale. Donc voilà. Prochaine news, Shadowrun V5 qui va avoir les précommandes qui vont être ouvertes très rapidement avec l'édition de luxe à 100 €, l'édition normale qui est à 60 €. La de luxe, qu'est-ce qui change? Du simili-cuir dans le coffret, des posters et seulement 500 exemplaires. D'accord. Il y a aussi une collector qui s'appelle Maya qui coûte 200 €. Est-ce que tu vas craquer? Et écoute, peut-être pas pour la version collector, mais moi je suis plus cyberpunk que Shadowrun. Ouais, c'était les deux de l'époque. Voilà. Mais sinon, je salue Hervé au passage, qui je sais nous suit et qui lui est fan de Shadowrun, donc. Qui lui risque de craquer. Qui lui, c'est certain, va craquer. Donjons et Dragons 5e édition arrive cet été aux États-Unis. Il y a eu une V4 qui a reçu des sauts de caca, faut dire ce qu'il y a. Plus ou moins. Voilà, non mais si. Ah, elle est passée dans Big Bang Theory. Voilà. Et ils s'en sont moqués. Donc, pour vous dire à quel niveau. Non, voilà. Donc, elle a été annoncée par Wizard of the Coast. Il y a un PDF gratuit en ce moment qui est disponible sur le site pour tester les règles. Donc voilà. Et puis, comme d'hab, pour Donjons et Dragons, il y a le guide du maître, le guide du joueur et le guide des monstres. Donc 3 bouquins à acheter, donc 3 fois plus d'argent à dépenser. Et voilà, exactement. Bref, Pacific Rim. Donc. Oui, qui est annoncé, enfin Pacific Rim 2 pour avril 2017. Kéké, il est content. Ouais. Kéké là, il en peut plus. Il y a aussi une série animée qui est au programme. Donc affaire à suivre. C'est ça. Et moi je vais terminer juste avec un petit mot sur Android L, puisqu'on n'en a pas parlé avec les tournages qui ont sauté. C'était presque pareil, hein. Les sautages qui ont... Comme la poustache. C'est comme la poustache, exactement. Donc les tournages qui ont sauté. Donc j'en parle juste vite fait parce que certains m'ont demandé mon avis, tout ça, si on allait en parler longuement. Malheureusement, maintenant c'est un peu old, comme on dit. Hein. Mais oui, c'est vachement beau, c'est vachement chouette et j'ai hâte de le voir fonctionner en vrai, mais c'est... comment dire, c'est fluide, c'est beau, ça bouge dans tous les sens. Ils ont vraiment fait un travail fantastique et Android ressemble vraiment à quelque chose de
de super chouette et vachement moins geek quand même que ce que c'était avant, quoi. Faut juste pas oublier ça. Bref, et enfin geek dans le sens, ça ressemble un peu à Tron, quoi, tu vois. Le menu bleu et tout, là, les traits bleus, c'est fini ça en fait. Allez, bref, on enchaîne donc avec la première rubrique. Et dans la rubrique high-tech, donc, je vais vous parler de Jibo. Hey Jibo. Ouais, t'as vu la vidéo, c'est un peu ça. Hey Jibo. Donc Jibo, qu'est-ce que c'est? Alors, je vous ai parlé de Sarah dans un épisode précédent. C'est un peu dans la continuité de ça. En gros, on va commencer à personnifier ces services-là. Par exemple, vous avez Siri, votre assistant sur votre téléphone, avec lequel vous pouvez discuter et tout ça. Vous avez Google Now, avec lequel vous pouvez aussi parler et tout ça. D'ailleurs, vous avez activé la commande vocale OK Google sur tous les écrans? Parce que normalement, si je dis OK Google, tous les téléphones là se retrouvent avec la recherche. Mettez-vous sur la page d'accueil les deux. Non. OK Google. Tu l'as pas activé? Dommage. Ça aurait été trop drôle. Ça aurait pu être sympa. Ouais. Bref, donc c'est tous ces assistants vocaux en fait qui maintenant vont être matérialisés de façon physique. Alors, comment est-ce qu'on va faire? Alors, on a tous pensé à Nao, le robot, tu sais, ou Paper qui vient d'être annoncé, un robot pareil qui bouge et tout ça. Et ben eux ils se sont dit on va faire un truc qui est quand même vachement moins cher parce que Nao c'est pas loin de 10 000 euros je crois, et Paper est à 5 000 euros, donc c'est quand même assez cher. Là on est plutôt un ordre de prix qui est divisé par 10 puisque Jibo coûte 499 $. En précommande, il n'y a que 500 exemplaires qui vont être produits d'abord pour fin 2015 et ensuite il sera commercialisé en 2016. Alors comment est-ce qu'il se présente? Il me fait beaucoup penser à Eve dans Wall-E. Ouais, c'est ça, c'est une espèce de cylindre, sauf que dessus il y a une tête qui ressemble à une tête. Ouais. En fait, c'est une hémisphère. Enfin, oui, c'est ça, c'est une demi-sphère avec juste un visage sur un écran liquide en fait. Qui est coupé, en fait, il y a un petit écran avec cristaux liquide. Parce que l'écran liquide. L'écran liquide, ça peut être joli, remarque, un écran liquide. Et en fait, le principe, c'est que dedans, il y a un système robotisé. Alors, le truc est coupé en fait en 3 parties, mais qui sont pas totalement parallèles en fait, et du coup avec le système robotique il est capable de bouger dans tous les sens, de s'orienter, et du coup il peut prendre des attitudes des fois assez rigolotes. Quand il est en veille en fait on dirait qu'il est il penche la tête, il se relève et tout ça, et au milieu de cet écran donc ils ont mis une boule qui en fait prend des formes différentes. Quand elle est contente par exemple, tu la vois, elle fait une bouche, ou elle se transforme en cœur pour dire quand elle est contente, un message, ou alors peut y avoir une image aussi, ou des fois ça peut être une image. Donc l'exemple qu'il donne par exemple dans la vidéo, le monsieur il rentre chez lui, Jibo l'entend, le reconnaît, donc déjà il se réveille et puis il y a un interrupteur qui apparaît et en fait il allume la lumière automatiquement puisqu'il a été programmé pour ça. Ou par exemple quand on reçoit un message, il annonce le message avec une petite enveloppe qui apparaît et puis il peut te le lire, donc tu vois le message lu machin et tout ça. Quand il est capable de faire de la visioconférence avec du head tracking, c'est-à-dire que moi par exemple j'ai ma tablette, je suis à distance. Tu places en fait à la place de Jibo en fait. C'est ça, tu vois ce que voit Jibo et en fait tu peux cliquer sur les personnes depuis moi l'appli tablette et Jibo va suivre les personnes sur lesquelles j'ai cliqué. Comme il fait la reconnaissance de visage et de personnes, il est capable de dire lui c'est telle personne et tout ça parce que tu lui dis. Et alors, la reconnaissance vocale également ou pas? Je sais pas, tu le testes. Si par exemple tu dis je m'adresse à un tel, est-ce qu'automatiquement il va? Non, il ne le fait pas, mais en fait par programmation ça serait jouable. Mais non, là c'est vraiment piloté à la main. Et donc voilà, et donc il est capable d'anticiper plein de choses, de te prévenir sur plein de trucs. Enfin voilà, la vidéo est vraiment très bien faite. Un petit peu overpromising par moment. Je pense un petit peu trop quand même, c'est clair. Ils le disent eux-mêmes d'ailleurs, dans le descriptif ils disent que tout, à la sortie de Jibo tout sera pas possible, mais dans l'année qui suit tout sera disponible. Sachant que ce sont des applications que vous pouvez envoyer depuis votre smartphone directement sur Jibo, connecté en Bluetooth, donc voilà. Jibo fonctionne en Wi-Fi, donc on va passer vite fait les caractéristiques techniques. Donc il fait 28 cm de haut, c'est pas très haut, en gros c'est la diagonale de l'iPad, voilà. Il fait ça de haut, il pèse 2,7 kg, il est en plastique et en alu et en verre. Il y a 2 caméras stéréo HD, donc voilà pour être capable de détecter bien les visages comme il faut. Il fait du son à 360 degrés de photo. Tu peux le paraître derrière. En fait. Voilà, de micro aussi du coup. Tout le corps de Jibo est sensible au toucher, donc dès que tu le touches, peu importe où, il se réveille en fait. Attention les pervers, il a pas de zizi, c'est pas la peine d'essayer de chercher. Donc voilà, il est capable de... l'écran c'est un écran qui est aussi tactile, donc tu peux aussi appuyer dessus si tu veux.
Il y a 2 haut-parleurs qui sont plutôt de très très bonne qualité. Donc voilà, il est capable de fonctionner donc sur batterie, alors pas d'origine, il sera livré avec une prise secteur, mais vous pouvez acheter en option une batterie qui a 30 minutes d'autonomie en fait. Si vous voulez le déplacer dans l'appartement par exemple. 30 minutes ça fait pas énorme quand même. Ça fait pas énorme, mais d'un autre côté c'est un objet qui est censé rester fixe finalement. Ouais. Mais justement, je vais en parler. Ouais, on va en parler après. Ça fonctionne sous Linux et c'est un processeur ARM dedans, mais apparemment quelque chose de très costaud pour pouvoir gérer tous ces calculs là et tout ça. Ouais, c'est des services cloud pour la reconnaissance de visage et tout ça, hein, parce que ils disent même qu'il apprend, alors ça c'est et il est capable d'apprendre. Ouais. Donc voilà. Un sacré moteur. Et par contre que en anglais pour l'instant. Alors ouais, pour le moment que en anglais, mais c'est prévu qu'il l'ouvre à d'autres langues. Je trouve que le produit est juste magnifique. Enfin, l'objet est beau. L'objet est beau. En fait, quand je vois mon ventilateur Dyson, ça fait penser un peu, tu vois, à ça. Mais bon, ouais. Voilà. Non mais il est beau l'objet, ouais, c'est clair. Mais bon, moi je suis pas du tout emballé en fait. Hein. Je t'avais posé la question sur ah bah attends, moi, pas mal de gens. J'ai dit ok, je le vois tout de suite. Ouais, mais tu vois, t'as posé la question à d'autres. Il y a Nicolas Popit qui nous suit, je suis assez d'accord avec lui. Pour moi, en fait, ça me manque beaucoup de choses. Enfin, j'ai pas l'impression d'avoir que ce soit très utile. J'ai l'impression qu'on est plutôt dans le gadget. Bon, après, voilà, les gens aiment bien les gadgets aussi, hein, ça peut être sympa. Moi, mais par exemple, tu vois, il y a beaucoup de choses qui sont présentées dans la vidéo de présentation qui me plaisent pas. Comme par exemple les photos, le fait de pouvoir prendre des photos et les partager, ça tu le fais avec un smartphone. Ah oui, c'est vrai qu'en fait, il donne faire un truc genre tout le monde se met autour de la table. Et vas-y, prends la photo. Vas-y, prends la photo et Jibo prend la photo. Après, tout le côté de pour les tournages de geeking, ça pourrait être pratique. Ah oui, parce que personne prend de photos. Oui, tiens, ça s'est glissé. C'était glissé comme ça. Pour la domotique, c'est pareil, il y a un téléphone. Surtout qu'on a un compte Instagram. En plus. Le répondeur, c'est pareil pour moi. Oui, alors je disais juste en fait pour moi la domotique ou le répondeur on le trouve également sur un téléphone. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire déjà sans forcément passer par Jibo. Et il y a un exemple qui m'a un peu gêné dans la vidéo de présentation, c'est quand le gars commande son repas en fait chez le traiteur chinois. Ouais, il dit voilà, tu vas me commander la même chose que la dernière fois, etc. Mais je me dis techniquement, nous en France, c'est pas possible parce que quand tu téléphones pour commander une pizza, enfin tu téléphones. Est-ce que tu peux vraiment commander juste par internet et dire ok, voilà. Parce que est-ce que tout le monde le fait ça? Bah déjà moi tout à l'heure quand j'ai commandé les sushis, j'aurais pu les commander en rappelant mon ancienne commande en commandant la même. Simplement. Et même depuis l'appli Pizza Hut, tu peux voir tes dernières commandes, tu peux faire recommander en un clic. Donc ça peut marcher. Bah, ils gardent l'historique, donc je vois pourquoi ils ne pas. Et en fait, ils utilisent une appli qui s'appelle Eat24 aux États-Unis, qui marche du feu de Dieu et qui justement est un service. C'est un peu notre Allo Resto, mais en version puissance 10. D'accord, donc ça on peut. Donc ça, oui, c'est envisageable. Ça, j'ai pas de doute sur ça. Après, sur la voix, moi j'étais effectivement la voix Siri, je trouve ça déjà pas mal, mais ça peut encore progresser. Bon, on verra entre la vidéo de présentation et la réalité, la voix. Oui, moi j'ai juste peur de l'environnement, effectivement. Si c'est bruyant, est-ce qu'il comprend ou pas? Est-ce que ça va être vraiment très très fiable? Et puis moi, ce qui manque finalement, je sais pas si c'est vraiment l'avenir, c'est le côté mobilité. Je trouve qu'un robot mobile, la même chose mais beaucoup plus mobile, avec la capacité aussi à se recharger tout seul, ça aurait plus de gueule que finalement un truc que tu vas poser sur ta table, et si ton enfant veut l'utiliser ou n'importe qui, il va falloir qu'il le déplace de pièce en pièce, le rebrancher, etc. Finalement je trouve ça plus contraignant, alors que le côté mobile ça peut être vachement sympa, et c'est ce qui manque. Moi je trouve ça un peu dommage. Moi en fait l'intérêt que j'y vois c'est que bon, j'utilise Sarah pour piloter ma domotique, Sarah éteint la lumière, Sarah fait ceci, Sarah fait cela, tu vois, me donne des informations et tout ça. Là l'intérêt c'est que tu vois je suis obligé d'avoir un ordinateur allumé et tout ça et c'est assez casse-pied. Là je trouve que cet outil là, en plus il fait pas uniquement que gérer ma domotique, il est capable de faire bien plus de choses. Me prévenir de quelque chose, où je peux commander un repas, où je peux lui demander d'appeler quelqu'un, ou d'envoyer un SMS, ou de lire de la musique, écouter la musique. Sarah le fait ça, mais le problème c'est qu'il faut que le PC soit allumé, enfin c'est pas pareil. Et le PC en plus n'est pas mobile, de toute façon. Mais là l'intérêt c'est que justement je vais pouvoir le mettre ailleurs que dans mon bureau. C'est-à-dire que je peux le poser là à côté de la plante, il m'entendra très bien quand je suis dans cette pièce, et c'est essentiellement quand je suis dans cette pièce, par exemple dans mon salon, que j'en ai besoin. Quand je lui dis éteins la lumière, enfin tu vois, c'est... Je vois ce que tu veux dire, mais par exemple si tu peux piloter tout de ton smartphone, c'est pareil, tu peux le... Eh ben, je peux déjà piloter tout de mon smartphone, mais tu l'empêches que... Oui mais je donne un détail tout bête. Le soir quand je vais me coucher, je prends mon smartphone, je le branche à mon ordinateur pour qu'il charge, et je m'en vais. Tu vois, et en fait en général ce que je fais c'est je filme me brosser les dents et tout ça, j'ai pas éteint la lumière du salon ni la télé, en fait, donc je suis obligé de revenir d'aller chercher mon smartphone et tout ça, alors que si j'ai juste oublié, je dis juste Sarah éteins tout ou passe en mode nuit et tout s'éteint tout seul sans que je fasse quoi que ce soit et que je touche quoi que ce soit en fait. C'est surtout ça moi l'intérêt que j'y vois. Alors tu vas me dire ouais ok c'est assez limité, mais moi c'est surtout les possibilités que je vois, et ce que j'ai adoré c'est le comportement du robot.
Alors, avec l'écran et le mouvement, ça l'humanisme est tout de suite. Et il a un côté Wall-E qui est, qui est juste mortel. Ouais, ce côté-là, j'avoue. Franchement, c'est mortel. Hein. Après, pour l'instant, à voir quoi. Pour moi, c'est pas. Non, mais bien sûr, mais si tout le monde disait ça, on n'aurait jamais. Il y a un truc que j'ai bien aimé quand même. C'est un truc que j'ai bien aimé. Ça, je te l'ai dit, je l'avais noté, c'est le côté interactivité avec les enfants. Ah oui, quand il lit l'histoire. Il peut lire une histoire quand même. Ah, ça fait un peu flipper. Là, c'est. T'as le robot. Non, mais t'as le robot qui peut te raconter l'histoire et l'enfant imagine. Mais là, à long terme, moi, je vois à long terme l'enfant qui peut intervenir en disant, c'est quoi ce mot? Par exemple, j'ai pas compris. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais tu vois, pourquoi pas? Ça peut être sympa. Là, il y a un côté relation. Alors, par contre, robot, être humain, là, on est vraiment dans le lien. Mais en fait, le truc le plus nouveau et entre guillemets dérangeant dans cette vidéo, c'est qu'il est assimilé à un membre de la famille. Ouais, il y a beaucoup de gens qui le disent d'ailleurs dans les commentaires. Et mais moi, c'est là. Ouais, alors, il y en a certains qui en ont peur, mais ça veut dire que on est en train de franchir une étape. Non, mais en fait, non, mais surtout. Regarde, tous les appareils de commande vocale qui étaient sur Kickstarter et tout ça, c'est des petits boîtiers noirs. Là, c'est quelque chose que tu personnifies un peu. Donc, vite fait, on va lire 2-3 réactions que vous avez eues sur Facebook quand j'avais posté la vidéo. Donc, il y a... attends, je voulais dire celle de Lionel qui dit mais pourquoi je continue à vous suivre, ça me coûte une fortune. Ouais, lui. Thibaut qui dit c'est flippant. Voilà, donc il y en a un qui dit c'est cher si la bécane devient obsolète trop vite. Voilà. Sinon ça fait une grosse envie de casser son PEL. Voilà, Vincent Copier, je sais pas qui c'est. Ouais, je connais. Bon, hein, tu connais? Ouais. Donc c'est vraiment impressionnant, ça me fait penser aux robots qu'il y avait chez les Greystone dans Caprica. Voilà. Ouais. J'imagine déjà les enfants si je débourse les 499 et puis les seins ils sont déjà collés à l'iPad, alors imagine. Mais c'est pas si cher que ça au final, donc ça y est, lui est déjà convaincu en fait. C'est bon, il est convaincu. Voilà, Olivier aussi qui dit j'adore la technologie, c'est juste énorme ce que peut faire Jibo, mais on pense, voilà. Ça va trop loin. Ça va trop loin, il trouve, donc et c'est ce qu'il dit membre de la famille, tu vois, la barrière homme-machine disparaît presque. Donc c'est ça. Ça fait un peu pose peur. Des questions quand bientôt les robots. Ouais, mais c'est justement là que je trouve que c'est intéressant. Quand on commence à se poser ces questions-là, c'est qu'on a réussi à faire quelque chose qui dépasse le simple objet, en fait. C'est là que ça devient intéressant. Enfin bref, donnez-nous votre avis dans les commentaires, surtout, n'hésitez pas. Si vous avez vu Her avec Joaquin Phoenix, moi je l'ai vu et je peux vous dire que j'ai pleuré. Mais j'ai vraiment pleuré, mais toutes les larmes de mon corps à la fin du film. Donc, parce que c'est exactement ça, et c'est un sujet moi qui me passionne, donc bref. Donc foncez regarder la vidéo et dites-nous ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Vous avez le droit de pas être d'accord avec moi, d'être d'accord avec Christophe qui n'y connaît rien. C'est sûr, qui choisit. C'est bien connu. D'accord. Soit les gentils, soit les méchants. Pas manichéen du tout. On va simplifier les choses. Non mais comme ça c'est simple au moins, tu vois. Allez, donc on enchaîne avec. Ouais, donnez votre avis. Dans la rubrique jeu, Seb va nous présenter un jeu de figurines. Oui, pas n'importe lequel. Et pas n'importe lequel. On va rester sur la continuité de War Machine, parce que là on va parler de Horde, qui est donc son petit alter ego, qui se passe dans le même monde, donc sur le continent d'Imoren, mais cette fois-ci pas sur la partie ouest, avec toutes les nations qu'on connaît de War Machine, qu'on a présenté la dernière fois. Donc là c'est dans toute la partie est en fait, et ça représente... Là où War Machine est tout le côté mécanique, civilisation, tout ça, là c'est tout le côté sauvage. Et au lieu d'avoir des machines que les sorciers contrôlent, là c'est des énormes bêtes qu'ils arrivent à diriger. D'accord. Voilà. Mais c'est complètement... Enfin c'est le même monde, ça se passe... les règles sont assez similaires. Ils sont copains, ils se connaissent et tout ça. Non, ils sont pas très copains justement. C'est encore quelques armées de plus pour se foutre sur la gueule gentiment. D'accord, en gros au lieu de passer à 6, on passe à 12. Quoi. Donc le principe reste le même. Là on a donc des Warbeasts qui sont des énormes bêtes sauvages. Au lieu d'avoir des Warjacks, donc les grosses machines, les sorciers, c'est toujours contrôlé par... alors là, c'est des Warlocks, les magiciens, qui dirigent. Alors là, comme c'est pas des machines, en fait, soit il les contrôle par une sorte d'affinité, ou soit il les force carrément, quoi. D'accord. Voilà. Pour illustrer, voilà, il y a juste un truc, là, on voit une grosse bébête, voilà, c'est machin, et en gros, voilà, t'as un magicien dans chaque camp. Tu joues le magicien en gros. Voilà, c'est le personnage principal. Et tu diriges des grosses bébêtes sur le champ de bataille. Voilà, des grosses bébêtes. Ouais. Et attends, vite fait, juste comme ça, histoire de faire la différence tout de suite avec l'autre, quand on tuait le magicien de l'autre côté, ça désactivait le robot? Alors oui, et d'ailleurs j'avais dit une bêtise, parce que en fait dans Horde, je pensais que les monstres deviennent fous furieux. Alors ça peut arriver, mais c'est pas quand le mage tombe, et là ils errent en fait. C'est un peu comme pour les robots, du coup ils deviennent un peu moins efficaces. D'accord. Mais ils peuvent quand même être récupérés par d'autres magiciens, tout ça. Oui, d'accord, ok. Et donc alors là on va parler des factions. Donc alors il y en a un peu moins que dans War Machine.
Là, on a les Troll Bloods, ceux que tu avais tout à l'heure, que tu montrais, là, c'était un énorme troll. En fait, c'est toute une race basée sur le sang troll, donc les trolls, vraiment les gros monstres, et après, c'est ce qu'ils appellent, je crois que c'est les Trollkins et leurs cousins, en fait, c'est des espèces d'humanoïdes trolls. Ceux qui sont sur les forums de jeuxvideo.com, vous connaissez peut-être. Ça peut ressembler aussi à ça. Les humanoïdes trolls. Et du coup, se faire des amis. Voilà. Normalement, le site devrait être DDoS dès la voilà, tu me pourris ma rubrique en temps là. C'est cela, voilà, c'est ce truc. Donc, ça va, donc en fait, et qui sont eux beaucoup plus intelligents. Je fais un peu d'humour, sinon cette émission serait pas drôle. Oh, pas troll. Ah ouais, ok, d'accord. Ouais, ça va, je mange sans gluten là, du coup je suis en forme. Donc, les Trollkins, donc qui sont plus humanoïdes et qui sont plus intelligents que leurs grands cousins d'origine, mais du coup qui les dirigent, et les Warlocks donc sont des Trollkins, et souvent les grosses bébêtes sont des vrais trolls. Et donc qui en fait, eux, ils protègent leur sanctuaire, ils vivent dans les forêts, dans les montagnes, ils en ont marre de se faire emmerder, et du coup, ils commencent à se rebeller pour se défendre. Voilà, ceux que t'avais, c'était le cercle Ouroboros, en fait c'est une faction humaine de druides. Un gros nichon. Qui, oui, aussi. La nature, hein, c'est genre. Parce que là, je suis désolé, mais. Et quand même un peu. Et donc, en fait, eux, ils sont peu nombreux et ils ont toujours vécu reclus en dehors du monde. Mais là, ils en ont marre aussi que les forêts, tout ça, se fassent défoncer par justement toutes les nations, surtout humaines, qui arrêtent pas de couper des forêts. Donc, du coup, ils se réveillent et ils utilisent des espèces de monstres de pierre ou des bêtes géantes, des espèces de loups-garous pour se défendre. Ok, next. Après, on a l'Empire Khorne. Alors, ça fait penser un peu à Khorne dans Warhammer 40, enfin Warhammer 40 000. Alors, c'est rouge, c'est pareil, c'est des grosses brutasses, c'est pareil. En fait, c'est une espèce de race qui est dirigée par un ancien roi de War Machine, de Cygnar. Ah oui. Qui veut se venger parce qu'il a été évincé de la couronne, et donc du coup qui a été trouvé cette race, et eux ils veulent juste dominer le monde entier. Et avoir une motivation comme une autre. Toutes les races en esclavage. C'est aussi simple que ça. Donc en fait, tout leur War Beast, c'est que des créatures qu'ils ont capturées et qui forcent à se battre. C'est un peu des Anglais quoi, l'Empire colonial. Après, comme dans War Machine aussi, on a une légion qui est basée sur un dragon. Ah. En fait, on avait dans War Machine, on avait le dragon principal qui avait fait une espèce de légion de morts-vivants. Là, on a un de ses rejetons en fait qui a lui s'est divisé, qui a choisi de diviser son essence. Et en fait, ça fait plein d'espèces de créatures dragons. Et en fait, c'est une partie de lui-même à chaque fois. Ah oui, il y en a c'est juste la queue, l'autre c'est. Non, c'est des créatures complètes à chaque fois. Et donc en ça, ils sont aidés par. Quand même que la queue. Oui, là oui, mais ils sont pas tous comme ça. Mais ils sont tous assez dégueulasses. Enfin, c'est au niveau physique, quoi. Je veux dire. Oui, au niveau physique. Voilà. Genre, c'est comme si tu gardais juste les pattes arrière, la queue, et tu mettais une tête en haut. Voilà, c'est assez spécial le design. Et donc ils sont alliés avec des Nis, donc c'est des elfes, un peu des elfes noirs. Ils sont pas mal, les figurines. Ouais, ils sont vachement classe. Et des ogrunes, donc qui sont des ogres. Et voilà. Et après, comme dans War Machine, il y a aussi la faction mercenaire. Donc là, c'est des séides. Alors il y a des mercenaires basiques, mais il y a quand même deux grandes races qui sortent. C'est les pharaons, voilà, les hommes sangliers. Et crocodile. Et les Gator, qui sont des hommes crocos. Et les Gator sont, enfin moi je les trouve vraiment terribles parce qu'ils ont un style vaudou. Et c'est vraiment sympa. Avec Walligator, hein, je sais pas si tu te rappelles. Donc, je mettrai un extrait comme ça, genre il verra ce que c'est Walligator. Walligator. Doubadoubalou, c'est pas celui-là. Non, c'est pas celui-là. Oui, bien sûr, Walligator, c'est champion des navigateurs. Quand il prend les flots dans son canot, il a un air vainqueur. Non, c'est pas celui-là, c'était l'ours. C'était l'ours, ah merde, putain. Donc, faut reprendre les règles. Donc, c'est entièrement compatible avec War Machine. Ah. La seule différence se fait surtout donc, sur le système Warlock et Warbeast. Là, au lieu d'utiliser le focus pour diriger les machines, en fait, on utilise la furie. Et en fait, plus les bêtes montent en puissance, plus tu leur. Alors, en fait, tu pompes la furie des bêtes, et plus tu les fais monter en puissance, plus il y a des chances justement qu'elles enragent, et là, elles partent en couille. D'accord, elles partent en couille, voilà. Elles ont repompé, quoi. Voilà, exactement. Nickel. C'est Florence qui me souffle des trucs. Le choix d'armée, c'est à partir du Warlock, et après on fait tout un battle group et on rajoute des unités pour compléter, pour défendre.
Même point positif et négatif que dans Horde, c'est pareil, ça claque autant au niveau illustration, figurines, jeu, c'est vraiment un jeu pour aller sur l'offensive, c'est très dynamique. Voilà, c'est très escarmouches, c'est pas des grosses. Voilà. C'est pareil que War Machine, tu peux partir vraiment de la petite escarmouche jusqu'au très gros. Si vous n'aimez pas les espèces de robots magiques, steampunk, machin, et que vous préférez les bestioles dégueulasses. Et sachant que c'est tout à fait possible d'affronter une armée de Horde. C'est bon, j'ai bien vendu ou pas? Voilà. Mais non, mais il y a vraiment, ça touche deux publics, ça peut toucher deux publics différents. Mais ce qui est vachement sympa aussi, c'est qu'on peut faire affronter une armée de Horde contre une armée de War Machine. Parce que les règles sont compatibles, ils ont juste changé Focus par Fury. Ok, en plus ça commence par la même lettre. Voilà. Mec, vous êtes pas trop foulé quand même. Non, je déconne. Non, mais du coup, c'est pas nous, on va beaucoup jouer à Horde avec les amis, là, on a commencé, donc... Okay. Non, bien sympa. Ok, merci beaucoup. Donc c'était Horde. Le prix de la boîte, tu te rappelles ou pas? Alors la boîte, c'était 90€ la boîte, et il y a 2 armées dedans. Voilà, alors là, il y a le cercle... Alors il y a une petite armée de base pour le cercle Ouroboros, donc les druides. Je vais essayer de le montrer comme ça. La caméra, si elle peut le montrer, qu'est-ce qu'il y a derrière un petit peu. Voilà, et l'autre armée, c'est donc la Légion d'Everblight, donc ceux qu'on disait, les dragons, là, les entités dragons et les elfes avec eux. Et donc même principe que la boîte pour War Machine, donc là je crois que c'était 90€ que j'avais dit, et le bouquin, je me rappelle plus combien j'avais dit, le bouquin c'était 40 et quelques, quelque chose comme ça. Ok, et ben merci beaucoup, et donc on enchaîne donc avec la suite. Alors dans la rubrique manga, en fait, ça y est, je prends le relais en fait, j'ai pris la place du boss. T'as vu, on est pas mal, on a viré quoi. C'est vachement plus beau. Tu trouves? Ouais. Mais toi aussi t'es pas mal. Bon, on va arrêter de se faire du charme. Toujours à ma place. Et toi c'est vrai que t'es toujours à la même place. Un jour tu prendras sa place. On va parler en fait d'un manga excellent, enfin surtout d'un mangaka qu'on adore tous les deux. Oui, tout à fait. Boichi. Boichi, j'en avais parlé il y a pas très longtemps, je sais pas si tu te souviens. J'avais parlé de HE, un manga. Alors c'était plus écologique là. On était pas dans un thème qu'on a l'habitude de voir chez Boichi, parce que c'est vrai que lui il aime bien plutôt la pègre, la mafia, ces domaines-là. Là il était parti sur un conte écologique complètement différent, mais c'est un thème qui lui tient à cœur, ça j'avais lu dans sa biographie qu'il aimait beaucoup. Et là il revient un peu à ses premiers amours, à savoir Sunken Rock, qui est quand même son œuvre culte. Et là il sort un nouveau manga qui est sorti en 2013 déjà au Japon, mais qui sort en France chez Kazé depuis début juillet. En fait c'est Wallman. Alors Wallman c'est qui? Wallman en fait c'est l'histoire d'un tueur à gages légendaire qui est de retour au Japon. Après en fait avoir été, on sait pas trop, trahi par son pays ou parce qu'il a été en Corée. On sait pas trop ce qui s'est passé. Il y a un truc un peu chelou qui lui est arrivé. Et en fait, oui, c'est un tueur à gages, donc déjà c'est forcément un passé un peu sombre. Et en fait, ce gars se retrouve au Japon à se laisser vivoter. Il prend du poids, il fait pas grand chose de ses journées. Et du coup, un jour arrive dans sa vie une meuf hyper sexy qui lui dit. Hyper sexy. Elle le dit tout le temps. Elle le dit, je suis hyper sexy en plus. Et puis on le voit bien. On le voit bien. Et elle dit surtout qu'elle arrive au Japon pour venger son père mort, elle veut tuer des yakuza. Et bien évidemment, lui va se retrouver confronté, on suppose, avec son passé. En plus, elle est du style de Wallman. Elle veut devenir une sorte de Wallman. Elle veut devenir un tueur à gages un peu légendaire comme lui. Elle ne sait pas que c'est lui, c'est ce qu'elle dit. Non, elle sait pas. C'est pas que c'est lui au départ. C'est quand même gros, hein. Mais... elle dit, oh, je sais pas, oh, c'est toi le tueur légendaire. Alors là, quel hasard, je me suis retrouvé chez toi. Enfin, donc du coup, il va l'aider, et voilà le début de l'histoire. On va pas raconter tout le pitch. Oui. Qu'est-ce que moi j'ai aimé chez Boichi dans cette œuvre? Chez Boichi, toujours la même chose en fait. Le trait. Boichi, c'est un trait caractéristique. Et ça, pour moi, ça me vient parce que j'adore Boichi, parce que ça fait mentir tous ceux qui disent que les contre, le dessin, tu sais, ça se ressemble vachement. Parce en général, Boichi, tu le repères tout de suite, quoi. Alors, par contre, en parlant de trait unique, je vais quand même dire qu'il a vraiment un trait unique. Il sait pas faire d'autres persos qui ne ressemblent pas à tous ces persos principaux de tous les mangas. Ils se ressemblent tous. C'est Ken. C'est Ken, sauf les cheveux courts. Ça, et les nanas, c'est un peu pareil. Mais en dehors de ça, c'est magnifique. Vraiment, c'est sublime. Il se documente souvent, il travaille énormément aussi d'après photo. Enfin, c'est un malade du dessin. On voit qu'il du détail. Il adore ça. Et puis ce trait aussi, moi j'ai dit, le trait unique aussi, c'est cette capacité à passer, tu sais, du dessin un peu caricatural, style Kimengumi. Et puis d'un seul coup, à un trait seinen hyper sombre, très sérieux, avec de l'action. Et ça, Boichi, si vous connaissez pas, foncez quoi, parce que c'est vraiment un trait extraordinaire. Après, qu'est-ce que j'ai aimé? Bon, l'action, on l'a déjà dit. Les scènes d'action sont magnifiques. Le charisme aura qui ressort, t'as parlé de ça. Oui. Qu'est-ce que tu veux dire en fait? Je trouve qu'en fait, quand il dessine toujours le même perso. Ça c'est un peu le problème. Mais par contre, il arrive à lui insuffler une sorte d'aura hyper charismatique sur certaines images. Tu lis le truc,
tu tournes la page, tu le vois un gros plan hyper magnifique du héros avec genre vachement dans la pénombre et tout, et puis là tu baves devant le truc et limite le perso en plus. C'est un perso fictif, mais il t'impose le respect, tu vois. C'est ça. Peut-être tu fais pouah, ok. Et je ressens un peu la même chose, c'est quand je lis One Piece, avec certaines images où Luffy est toujours un peu caricaturé, un peu ridicule, un peu bébête, et puis dès qu'il commence à être sérieux dans le combat, là tout de suite il se dégage une aura, il y a quelque chose. Ça dégage vraiment quelque chose. Mais je trouve aussi, je suis assez d'accord sur Boichi. Dans les moins, par contre, on est tous les deux d'accord sur la redondance. Oui, la redondance avec Sunken Rock. On retrouve encore la même chose. Même au niveau de l'histoire, c'est un peu le même type où pareil, il va affronter des chefs. Des chefs Yakuza, un par un, etc. Donc j'en dévoile pas trop, mais c'est le même processus. Donc si vous avez aimé pour Sunken Rock, là, vous allez retrouver les mêmes cordes, donc ça ira pour vous, quoi. Ouais, vous aimerez forcément, c'est vrai que c'est clair, quoi. Sur le côté aussi Boichi, c'est vrai que c'est toujours un peu le même genre d'histoire. On parlait de ces redondances parce que toujours la fille en détresse, on la retrouve très souvent chez Boichi, et le mec drôle, un peu nunuche. Et puis le mec est toujours un petit peu drôle, un peu ridicule, sauf qu'il est hyper balèze en fait. Voilà, c'est ça. Voilà. Et puis ça, toi, t'as noté, je te laisse en parler, tu en as parlé tout à l'heure, sur le côté hyper méga sexualisé. Alors, donc il faut savoir que moi j'aime beaucoup les trucs un peu pervers, j'aime beaucoup. C'est un secret pour personne. C'est un secret pour personne. Vraiment personne. Mais par contre, là, ça m'a un peu gêné le fait que dès que tu vois la gonzesse, tu vois sa culotte. Ouais, toujours des contre-plongées. Tout le temps. Pour des prétextes, genre elle va dire bonjour, contre-plongée. Elle va se prosterner devant le mec, vu derrière. Ouais. Tu vois, c'est un peu too much et c'est pas de la suggestion. Non, là c'est plus de la suggestion. C'est vraiment, tiens, prends-toi une chatte en pleine gueule à chaque page, quoi. Ouais, là c'est vrai que c'est un peu trop. Voilà. C'est un peu le reproche aussi, parce que j'ai l'impression que dans Sunken Rock on avait moins ce côté-là. Oui. Et là c'est vraiment un petit peu lourd. C'est un peu too much. Alors est-ce que ça va se calmer? Est-ce que ça va se calmer? S'il fallait marquer le coup, je fais un nouveau manga, les gars. C'est un petit peu pour aguicher. Je dessine bien. Regardez bien, je dessine bien les corps. Parce que niveau anatomie, c'est parfait. Hein. Ah oui. Franchement. Il respecte bien. Magnifique. Ah oui. Mais bon, en fait. Donc j'ai ce côté-là qui peut rebuter très facilement le public féminin, par exemple. Même toi, même une taille comme toi, voilà. Au bout d'un moment, il s'assure, quoi. J'ai vu tout l'hentai du monde et ça m'a moins choqué. Donc, ouais, même les trucs avec tentacules, tout ça, c'est moi. C'est un classique, quoi. Bon, voilà, j'ai ce petit reproche pour ça. J'ai un peu le même reproche. Bon, en fait, finalement, pour ceux qui connaissent pas Boichi, on pourrait dire, bon, le Sunken Rock ou celui-là, bon, plutôt Sunken Rock, mais celui-là aussi, c'est un bon Boichi. Là, on suit un personnage plus mûr, par contre. Ouais. Qui a vraiment déjà un passé bien construit qu'on va découvrir au fil du temps. Alors que là-bas, dans le premier, il se construisait. Ouais. Donc, c'est quand même une psychologie différente, mais ça tient bien la route, et il y a matière à faire quelque chose de très bien, quoi. Ouais, puis moi de toute façon Boichi systématiquement j'achète, quoi. J'y vais parce que voilà, j'adore. C'est beau, c'est drôle, et les scènes d'action sont juste fabuleuses. Par contre ça il a pas changé, c'est juste énorme. À chaque fois c'est toujours magnifique. Je trouvais le démarrage un peu lent, tu vois, le temps de mettre en place, et dès la première scène d'action tu t'en prends plein la face, c'est hyper beau, un peu gore, toujours un petit peu, juste ce qu'il faut. Ça claque, franchement ça claque. Bref, voilà, donc en tout cas on recommande quand même, vachement sympa. Totalement. Bon, on passe à la rubrique suivante. À présent, nous allons inaugurer une nouvelle rubrique dans Geeking. Il s'agit de la rubrique débat. Donc pour cette première, j'ai avec moi Timothée et Christophe. Coucou. Donc nous allons aborder différents thèmes, que ce soit des thèmes généraux, des thèmes liés à l'actualité. Donc pour cette première émission, nous avons choisi le thème des super-héros au cinéma. Et on s'est posé 2 questions. Y a-t-il trop de films de super-héros au cinéma? Et est-ce que les films de super-héros vont lasser le grand public? C'est une très bonne question, maître Kéké. Donc est-ce que l'un de vous deux veut prendre la parole en premier et lancer les débat? Moi j'aurai mon avis par la suite. Bon, allez, je commence. Allez, toi qui parles trop les films de super-héros, Christophe. C'est vrai que moi, je suis pas trop dans le monde des super-héros, je suis pas du tout. J'ai accroché quand j'étais petit. Je suis resté en fait assez au grand classique, toi. Il y avait des films de super-héros quand t'étais petit? Non, dans les comics. Je parlais quand je lisais Strange, je lisais des trucs comme ça. En fait, j'accrochais bien sur les BD, le format BD. Et quand on arrivait, en fait, le premier vrai film de super-héros qui m'a plu, moi, c'était Spider-Man, la version de Sam Raimi.
J'ai adoré cette version-là. Et en fait, depuis cette version-là, j'ai pas vraiment accroché sur un bon film de super-héros. Alors après, c'est personnel. Je sais que Avengers ou Iron Man et tout, je sais que ça a plu, ça a bien marché. C'est pas trop mon trip. Ça a jamais été mon trip. Maintenant, justement, la question que tu posais surtout, c'est savoir s'il y en a trop. Moi, il y a un premier élément que je voulais dire, c'est que est-ce que une fois qu'on aura balayé les grands super-héros, c'est-à-dire les plus connus, Superman, Iron Man, Daredevil, on l'a fait même, on a fait Flash, etc. Une fois qu'on aura fait cela, est-ce que finalement on va pas tomber sur des super-héros moins connus et moins intéressants? C'est comment ça, du coup, en qualité, on va vachement perdre. Parce que autant Spider-Man est intéressant pour pas moi. Pas forcément en qualité, parce que ça peut être des personnages super intéressants à découvrir, mais par contre en intérêt. Pour réussir à captiver le public, c'est ça qui va être. Il peut lancer de nouvelles licences, hein. Par exemple, il y a bien eu Kick-Ass qui a fait un carton, alors que c'est pas forcément. Kick-Ass, par contre, c'est pas mal. Il est sorti au bon moment, c'était le début des films de super-héros il avait la petite touche réaliste. En plus, Donc vague un peu sur le truc de Nolan, mais vague un peu, surfe un peu sur le truc de Nolan, mais bon, ils ont introduit les films de super-héros un peu comme ça, mais je sais pas si là, tu vois, intégrer une nouvelle licence un peu obscure, genre un peu indé ou un truc comme ça, tu lances c'est le risque, ça peut être génial, ou ça peut être au contraire catastrophique, quoi. Et moi je me pose aussi la question, c'est Disney qui a racheté en plus Marvel, c'est ça? Et depuis maintenant qu'ils ont racheté, ils ont fait un reboot de Spider-Man, ils vont pas en faire beaucoup d'autres, etc. Non, la licence Spider-Man appartient à Sony. C'est Sony tout seul qui s'est planté. D'accord, parce qu'en fait mais même c'est moi ce qui me gêne, c'est que déjà en fait la première trilogie elle avait même pas 10 ans d'existence, enfin je sais pas quand est-ce que c'est sorti. C'est un film qui a 3 ans à peu près. Et en fait même pas 10 ans après, on a encore un remake. Est-ce que dans 10 ans on aura encore un remake, etc. On va y arriver après. C'était Spider-Man, c'est Amazing Spider-Man. Au niveau du nom, est-ce qu'au niveau du nom, parce que vous pensez qu'il y a trop de films par an de super-héros? Alors là, je pense qu'on commence à atteindre un quota où il y en a un pratiquement tous les 2 mois de films de super-héros. Il y a eu Captain America, X-Men, là il va y avoir Guardian of the Galaxy, le Tortue Ninja, il y en a un paquet, mais en 2015. Il va y en avoir. En 2015, ça va être l'Armageddon. Il va y en avoir Ragnarok vraiment plein, quoi. Limite, il y en a un par mois. C'est trop parce que les blockbusters américains, on dirait que c'est que ça maintenant, les blockbusters américains. Il y en a quelques-uns quand même qui sortent qui sont pas mal, mais les blockbusters américains, j'ai l'impression que maintenant, ils misent à fond sur ce qui fait leur fond de commerce quelque part, c'est les super-héros. Mais en même temps, Avengers, ça a été un des plus gros films. C'était le 5e qui a le plus marché de tous les temps. Bon, moi, j'en ai un peu différent. Vas-y. Je trouve pas qu'il y en ait trop, justement, parce que comme tu disais, t'avais les X-Men, t'as eu donc 2 films Marvel qui vont sortir, le Spider-Man. Ça fait 4 films, maximum 5 films par an de super-héros. Quand tu compares ça à d'autres genres, tu comptes le nombre de films policiers qui sortent, le nombre de films d'horreur, le nombre de comédies. On dit pas qu'il y a trop de comédies par an, que le grand public va se lasser. Tu dis que c'est un genre en fait finalement qui s'impose. Un genre lui-même, je pense pas qu'il y ait trop de films de super-héros. Qu'on en parle trop peut-être. Ils sont vachement vendus par rapport à d'autres films. C'est vrai que ce sont des films très marketés, très formatés. Oui. Je pense pas que le nombre de films fera disparaître le genre. Moi je crois que ce qui gave justement dans ce en tout cas il faudra qu'il y en ait beaucoup plus et sur une période de temps beaucoup plus longue. Mais moi je crois que c'est justement le côté aussi licence trop marketée, des fois moi ça me gave aussi parce qu'on sait que des fois c'est pour écouler des jouets ou des choses comme ça. Mais c'est carrément ça. Donc du coup ils font tous hein. En fait tu te demandes si le film il est là juste pour faire vitrine de jouets quoi. Ils ont gagné $1 milliard au box office, mais il faut dire qu'ils ont gagné au moins 4 fois plus en figurines, en produits dérivés derrière. Ouais, de toute façon où est la création quoi là-dedans aussi, c'est dommage parce que des fois l'auteur peut être intéressant, le héros peut être intéressant. Le buteur c'est trouver un équilibre entre les deux, entre le côté marketing où il faut vendre des Happy Meal, il faut vendre des jouets derrière, et avoir le côté artistique quand même, essayer de faire des bons films. Je pense que Marvel a à peu près trouvé l'équilibre actuellement. Parce que c'est Disney qui est derrière, ils savent comment gérer leur truc. Ouais. Il y a des gens aussi qui sont compétents, je pense que tout est dans la compétence des gens. La com est très bonne au niveau de Marvel, à chaque fois c'est assez bien géré. C'est pas comme, genre par exemple le prochain, la Tortue Ninja. On a vu le chara-design des tortues sur des figurines avant de le voir dans un trailer ou quoi que ce soit. Ça, c'est dommage. Tu sens l'intérêt derrière de allez, on va vendre ce truc. Il n'y a que comme ça que ça va fonctionner. Donc, c'est vrai, il y a ce côté-là, le côté marketing qui peut être bien. Et je pense que c'est ce que les gens ressentent, le côté un peu relou. Le matraquage, t'imposer ça, moi ça m'énerve. Tu parles de Tortue Ninja par exemple, c'est le truc qui a déjà eu un film avant, c'est Tortue Ninja, tu vois. Encore un mec, on en parlait.
Il y en avait même 3 avant. Un film d'animation. jeune. Mais moi, celui que j'avais vu, je me rappelle. Les mecs, ils avaient des costumes, c'était trop mal fait. Enfin, c'était une catastrophe. C'était vachement bien. Génial. C'était pourri. Ah non, j'étais avec des copains. Je crois que là, j'étais déçu. J'adorais ça. J'ai passé 2 heures horribles. Celui au temps des samouraïs, je l'ai vu au moins 20 fois. Il était terrible. Non, j'ai pas aimé. Pourtant, quand j'étais gamin, tu vois. Mais grave. Bon, vous voyez que j'ai pas le même univers. En fait. Mais t'étais déjà vieux quand c'est sorti. Je pense que j'étais peut-être trop. Tu pouvais pas regarder. J'étais ado déjà. Non, mais ça m'intéressait pas. T'avais d'autres préoccupations. Autre truc aussi, par rapport au matraquage, les films sortent dans une période de temps assez resserrée. T'as pas des films de super-héros à Noël, par exemple? À Noël, je sais pas, peut-être. Non, t'en as pas. Tous les films, ce sont des films vraiment d'été. Non, c'est ça. Souvent, les blockbusters aux États-Unis, c'est l'été. À août, où t'as. Bah, Noël, c'est d'autres trucs quoi. C'est le Hobbit, c'est genre Divergent, Hunger Games, tout ça. Je pense que le côté resserré, c'est ça aussi qui pourrait fatiguer les gens. Genre après tout l'été, il y a plein de films de super-héros. Ouais. Mais ça, c'est assez traditionnel aux États-Unis de sortir ces les blockbusters, c'est très festif. Il y a des périodes. Tous les Batman avant, c'était l'été, ouais. Été, Noël, il y a des périodes clés. Je pense justement qu'il devrait peut-être essayer de changer un peu de période. Moi, j'aime bien par exemple avec le Hobbit avoir le film qui sort tous les Noëls, quoi. Pour retrouver le Hobbit tous les Noëls. Ça, c'était sympa. Ça fait un petit rendez-vous et tout ça. Je pense que ça serait quelque chose qui devrait essayer. On risque de perdre ce côté rendez-vous, en effet. Il y a des films qui ont fonctionné. Je crois que c'est le The Hunger Games qui était sorti à peu près à cette période et qui a fait un carton. C'est tous les hivers. Pratiquement à Noël, Hunger Games. C'est vrai qu'il y a le côté rendez-vous où t'as envie de voir le truc parce que c'est un univers qui t'a marqué. Là on commence à parler d'univers étendu au niveau de Marvel, tous les films se regroupent un par un, t'en loupes un, t'as perdu le fil de l'histoire. Ça c'est le problème. Tu sais plus ce qui se passe et alors que la conclusion, genre le season final des films ça va être Avengers 2 par exemple, tu vois, et ça risque à la longue ça aussi est-ce qu'on va pas être obligé de voir tous les autres films pour comprendre ce qui se passe? Comme dans les comics, si t'as pas lu le numéro 8 de telle série, tu comprends pas. Ça va être des arcs, quoi. Il commence à fonctionner en arc, genre la première passe de tous les films, etc. C'est exactement ça. Et on a jusqu'à 2021 des films Marvel, de prévus déjà. Mais c'est un moyen aussi de tenir les gens, quoi. C'est clair que tu leur dis, bah voilà, si faut voir le précédent pour comprendre le suivant, donc. Ça aussi, c'est du marketing, quelque chose. C'est du marketing à fond, avec des scènes post-génériques, et à chaque fois, tu ouais, t'attends la scène. Il y a ça après. T'as 25 personnes dans la salle. T'as 25 personnes dans la salle qui restent comme ça, regarde. C'est ça. Les vrais savent. Mais au bout de. Ça fait un moment maintenant que c'est dur, pourtant, il y a toujours les gens qui se barrent avant la fin. C'est ça. Ouais, mais il y en a pourtant. Moi, j'en vois de plus en plus qui restent à la fin, qui sont comme ça, qui attendent. Bon, on revient quand, là, cette scène? Voilà. Bon, après, je suis pas fan, moi, comme je vous l'ai dit, mais le fait de resserrer, comme tu dis, ça, c'est un truc qui peut-être est gênant. Le côté marketing, ça aussi, on l'a dit, c'est gênant. La qualité, on a dit aussi que ça allait s'étioler. Qu'est-ce qu'il y a d'autre également? T'avais noté quoi comme thème? Moi, je trouve que, en fait, ce qui pourrait fatiguer les gens, c'est qu'en fait, beaucoup de films de super-héros se ressemblent actuellement. Raconte en fait au final quasiment la même histoire. Donc c'est le héros qui découvre ses pouvoirs, qui est formé par son mentor, qui vient le méchant à la fin. C'est quasiment tout le temps la même chose. C'est ça qui me gêne, tu vois. Et il y a assez peu de variations au final. Dans le premier Captain America, c'est ce qui m'a gêné. J'ai pas vu le 2, je peux pas critiquer. Mais le premier m'a vraiment gêné pour ça. Je me suis dit, mais quel format classique, ultra classique. Mais justement, je trouve que dans Captain America, le fait de situer ça là, dans la Seconde Guerre mondiale, justement, ça a apporté une petite touche supplémentaire. L'originalité. Qui le distinguait un peu. Ouais, mais c'est ce côté un peu. Il avait un cachet visuel. Il avait un cachet super sympa aussi. Ouais, d'accord. Mais finalement, au niveau. C'est vrai, je l'accorde, au niveau visuel, très joli. Le cachet aussi Seconde Guerre mondiale, pas mal. Mais après, moi, je me suis pas. Enfin, je voulais être surpris ou je voulais avoir quelque chose, un personnage qui me touche davantage. Je suis pas touché en fait par Captain America. Il me touche pas comme super-héros. Oui, toi tu me touches. Mais tu vois, par exemple, Spider-Man, bon après j'étais gosse peut-être aussi ce côté-là. Voilà, il me touchait énormément. Voilà, j'ai des affinités avec certains super-héros, mais pas avec Iron Man par exemple. Amazing Spider-Man, c'est la même chose. On retrouve souvent les mêmes thèmes en fait dans les films de super-héros. T'as toujours soit leur famille a été tuée. La naissance du héros. T'as toujours le meurtre des parents quelque part, t'as le traumatisme enfantin qui revient. Et c'est vrai que c'est un petit peu toujours la même chose. Parce que là où c'est marquant, c'est vraiment entre le Batman de Nolan et Man of Steel. Ouais. C'est pratiquement la même construction. C'est la même structure. Peut passer, enfin la construction un peu du perso, la renaissance du mec en tant que super. Sauf que dans Batman de Nolan, c'est vu que c'était la première qu'ils faisaient, ils ont bien réfléchi. Voilà. Avec The Man of Steel, ils ont fait du copier-coller. C'est un peu ça. Ils ont fait toi tu voles.
Alors d'ailleurs sur Man of Steel, on va mettre des flashbacks parce qu'on a mis des flashbacks dans Begins. Sur Man of Steel, j'ai un truc à dire, mais je sais pas, tout le monde le sait en fait. Bon, Zack Snyder, c'est Zack Snyder, je me trompe pas. Ouais. Il est fan de Toriyama et en fait, si tu regardes bien, il y a énormément de choses de Dragon Ball dans le combat fait pendant 1h30. Pendant 1h30. Mais attends, mais ce qui est amusant, c'est qu'il faut savoir aussi que finalement, Akira Toriyama lui-même était fan de Superman et qu'il a créé Son Goku Dragon Ball en s'inspirant de l'histoire de Superman. C'est-à-dire qu'en fait, Son Goku qui arrive sur Terre en étant normalement un conquérant, va pas être un conquérant, c'est les Saiyans. La planète Saiyan, c'est la planète Krypton. Et il est recueilli par un vieillard qui meurt. Et c'est exactement. Après, t'as les autres habitants de la planète qui viennent pour l'affronter. Pour l'affronter, il va les combattre. Mais en fait, il faut le savoir. Ça, je sais pas si vous l'avez vu, mais je sais pas si ceux qui connaissent Geeking le savaient, mais effectivement, il y a un juste retour des choses, puisque voilà, c'est d'abord Toriyama qui pique à Superman. Et ensuite, Snyder qui pique à Toriyama. Mais en réalité, c'est la même histoire, sauf que ça a été vu comme ça. C'est assez amusant à remarquer. Bon, ça c'était juste la parenthèse. C'est intéressant. J'avais jamais fait gaffe. Ouais, mais en fait, il faut bien regarder les personnages, c'est ça. Bon, après, moi justement, je trouve qu'il s'inspire beaucoup de plus en plus. Alors après, c'est un peu un point de vue, je connais. Dans l'animation, ils prennent aussi beaucoup sur l'animation les bons animes japonais. Pour certaines scènes d'action, on parle de Dragon Ball, qui a inspiré les combats dans Man of Steel. Bon, déjà dans Matrix, c'est pas d'accord, c'est pas un super-héros, mais déjà, les frères Wachowski sont hyper influencés manga. On le voit, donc bon, après aussi, ça c'est une autre source d'inspiration. Le paysage manga a vraiment marqué tout le paysage audiovisuel, c'est sûr et certain. C'était une grosse influence. Mais ça pourrait être un autre débat. Ça pourrait être un autre débat. Ah oui, c'est vrai que ça pourrait être autre chose. Bref, on va juste placer ça sur. On parlait donc des histoires qui étaient semblables. Donc moi je trouvais qu'on racontait trop des histoires d'origine, et j'aimerais bien que pour une fois on nous raconte l'histoire d'un super-héros qui soit déjà installé en fait, qui est déjà le costume, qui affronte déjà ses ennemis et tout ça, et qu'en fait on apprenne son histoire au fur et à mesure du récit. C'est ce qu'avait fait Tim Burton avec son premier Batman. Oui, dès le début, Bruce Wayne est déjà Batman et il ne raconte pas sa vie. Ouais, il passe très vite sur les origines, c'est vrai. Ah oui, c'est au produit du récit, Mais Burton, j'ai pas aimé par rapport au Batman de Nolan, qui pour moi est nettement supérieur. Burton, c'est dans le visuel pur et dur, quoi. Alors que là, chez Nolan, on est quand même dans quelque chose qui est visuel. Après, Burton, il a son propre univers. Qui a un univers, qui a un vrai univers. Moi, je trouve que le côté gothique. De Burton fonctionne avec Batman. Ça a inspiré les comics après, ils sont vachement. Le visuel Gotham est devenu gothique après. Je suis d'accord sur le côté gothique. Et très bon. Les décors, moi, dans Batman. Mais il fait tuer les méchants. Ouais, d'ailleurs, moi ça j'apprécie pas. Genre, tiens, crête dans la poche d'égout avec une le petit sourire derrière, quand il pète et tout. Non, je te. Ah bon, là. C'est pas Batman. Bah, toi qui Batman, c'est pas l'univers. Mais ils sont bien quand même, les films, en dehors de ça. Mais oui, je suis assez d'accord sur le fait que ce serait bien de voir un film. Donc qui ait pas eu la case départ où on fait l'origine du mec. Juste le mec déjà installé, un truc un peu indépendant, parce que sinon on va bouffer des reboots à la chaîne pendant 107 ans. Genre ils font un film Witchblade, ce serait bien que ce soit direct, bam, nanana, qui enquête, qui mais après ils vont faire un épisode 2 sur les origines, quoi. Ah oui, ça c'est le genre de truc possible. Peut-être, mais tu parlais tout à l'heure justement de Spider-Man. On s'est retapé un reboot de Spider-Man, donc après 3 ans après le dernier film. Oui, c'est ça. Pour raconter à 99% exactement la même chose. Est-ce qu'on avait vraiment besoin de faire ça? Ils auraient pas pu faire directement un film avec Spider-Man qui est déjà Spider-Man. Tu changes d'acteur. Un épisode 4, quoi, même, à la limite, quoi. Voilà. T'as changé d'acteur, ok. Moi, ce que je pensais la dernière fois, c'était vraiment de calquer la franchise sur James Bond, par exemple. À chaque fois, t'as des histoires indépendantes. Tu vas pas raconter qui est James Bond à chaque fois. Tu sais qui c'est, de toute façon. C'est des héros qui sont mondialement connus, surtout. Tout le monde connaît Spider-Man, tout le monde connaît Superman, tout le monde connaît Batman, tout le monde connaît leurs origines. T'as pas besoin de les raconter vraiment à chaque fois. Tu pars le fait établi, tu sais qui ils sont. Après, tu fais des allusions. Parce qu'il faut quand même, il y a des gens forcément qui les connaissent pas. Mais je pense que c'est des films aussi qui ont été faits pour t'identifier au personnage. Tu vois, de te dire que toi, tu pourrais du jour au lendemain devenir hyper puissant. Genre, c'est un pauvre pignouf au début, il a pas de but dans la vie, et puis après, bam, il se construit petit à petit. Mais ça, après, tu peux le raconter. Tu penses qu'avant, c'était un pauvre pignouf. Mais c'est le genre de film qui marchait bien à cette époque.
Tu vois, avec District 9, c'est un peu pareil. Il y a des trucs, c'est un pauvre type au début, puis après, il y a plein de. Enfin, tous les films étaient un peu dans ce genre-là. Où c'est même shonen, tu vois, si t'as envie, tu peux. Non, mais c'est carrément ça. C'est le mec qui est terrien et qui affronte des mecs plus en plus. C'est peut-être ce genre de film qui va plus lasser que les films de super-héros. C'est fort probable. Mais après, on arrive aussi à une saturation de super-héros. Tous les jours maintenant, tu allumes la télé, tu as un truc de super-héros, t'as une série, t'as 15 super-héros de super-héros qui sortis de la BD, sont sortis du cinéma, maintenant vraiment dans les séries télé. On n'aura pas le temps de tout suivre, on va tout perdre, mais après il faut faire des choix quand même. Ouais, voilà, c'est ça. Et je pense que on risque d'arriver comme sur les bouquins où il y a des séries qui vont s'arrêter. Enfin, comme pour tout en fait, il y a des trucs qui vont s'arrêter obligatoirement parce que c'était simplement de la merde, des pépites qui vont s'arrêter aussi parce que c'était trop mal marketé, mais il y a des... à voir, mais je sais pas. Après, il y a peut-être les acteurs aussi qui ont pas envie de rester sans ces temps. Oui, parce que là, aussi, les acteurs, ils signent chez Marvel, ils signent sur des années et des années. Ouais, c'est un contrat, mais je pense justement à Robert Downey Jr. qui lui reste 2 films. Ouais. Qu'est-ce qu'ils vont faire après d'Iron Man À mon avis, dans Age of Ultron, il crève. Bam Spoiler Pas vu. Franchement, il va se passer un truc comme ça. Mais finalement, c'est vrai que c'est un genre qui s'installe, quoi. Mais est-ce que, comme tous les genres, quoi, il y a du bon et du mauvais, quoi, maintenant. Voilà, ça dépend toujours les personnes qui sont derrière. Si t'as des gens intelligents, ça va faire un bon film. Ou t'as des gens qui ont fait The Amazing Spider-Man et ça va se faire bizarre. J'en ai une petite touche. Ça va faire bizarre. En même temps, t'as raison. Hein. Ouais. Mais après, il y a aussi des mecs, ils vont tenter le tout pour le tout. Tu vois, Heroes, qui revient. Il s'était mort, tant mieux. Parce que j'avais vraiment besoin. Et là, enfin voilà, même si la saison 4 était pas si mal. Moi j'ai lâché l'affaire. C'était totalement. Bah oui, c'est normal, c'était tellement de la merde avant. Il y a 3 épisodes, je crois. Non, mais on s'arrête avant. Non, la saison 1 était bien. La saison 2, il y a eu plus de scénariste, ça s'est senti. Ah ouais, mais c'est ça le problème. Saison 3, on essaye de corriger. Saison 4, on a à peu près corrigé. On rame quoi. Ouais. Donc là, ça va être quoi? C'est une mini-série? Ça va être une mini-série, il paraît que la majorité des acteurs seront pas là. C'est vrai. Pourtant, celui qui joue Hiro, il a annoncé sur Twitter qu'il voulait. Machin. Peter Petrie, il y aura pas, je sais plus la nana là. Claire Bennett, il sera pas? Non, Ali Garter ou je sais plus quoi. Ah oui, la blondasse a plusieurs personnalités. Elle ne doit pas revenir, la plusieurs qui ne reviendront pas. Oui, plusieurs personnalités, c'est ça. J'avais oublié son truc. La schizobonasse. Ouais, c'est vrai. C'est une bonne analyse. C'est un bon super pouvoir ça. Donc il y a des trucs plus ou moins bien fait quoi. C'est vraiment ça, c'est suivant les gens qui contrôlent derrière, celui qui tire les ficelles, tu vois, genre Disney, il s'en sort plutôt bien. Ça serait bien aussi je pense, de toucher au sein du film de super-héros, d'essayer de faire des trucs un peu différents au niveau du genre. Par exemple là on a les Gardiens de la Galaxie qui va sortir, mais c'est d'abord un film de science-fiction avant d'être un film de super-héros. Oui, c'est vrai, c'est dans l'univers geek, c'est tiré des comics, c'est forcément. Parce que c'est vrai, il y a toute une partie science-fiction, que ce soit chez DC ou chez Marvel, pour l'instant on l'a pas vu quand même. Ah non, c'est vraiment. En plus, en France, c'est pas hyper méga connu Guardian, donc ils ont pas intérêt à se louper. Je pense qu'il y a ça aussi qui peut faire que. Genre le prochain film, Batman vs Superman, s'il se loupe, c'est mort pour DC, c'est mort, c'est même la crédibilité en tant que film de super-héros. Ils vont mettre 300 millions de dollars dans le marketing et le film. Ouais, mais. Batman et Superman, quand même, moi j'ai du mal à. Non, mais en fait, que Batman et Superman à l'écran, ça va forcément marcher. Ça va. Tout le monde va aller le voir parce que c'est la première fois que ça. Voilà, ils vont aller les voir, mais ils vont ressortir de là, ça se trouve, ils vont se dire. C'était une daube immonde, genre le Batman, c'était quoi? Batman et Robin, voilà, le même truc. Et après, les films de super-héros, après Batman et Robin, il a fallu attendre longtemps avant qu'il y en ait un autre qui revienne. Avec la carte de crédit. Ils ont fait mal là, avec Batman et Robin. Mais ouais, il y a ça aussi. Je l'ai revu il y a pas longtemps, il y avait des références à Superman dedans, ça m'a fait marrer. C'est vrai? Ouais. Et à un moment, il dit à Robin, c'est pour ça que Superman travaille tout seul. T'as des références à Metropolis et tout. Les mecs ils avaient déjà essayé de construire un univers déjà. Bon ça n'a pas marché mais. Il a bien chié dans la colle. Un petit peu. Il a ruiné sa carrière déjà de réalisateur. Georges Clooney il s'en est sorti, je sais pas comment il a fait.
Ah ouais. Non, mais Nespresso. Non, mais il avait quand même dit que c'était le pire rôle de sa vie. Du VRP chez Nespresso. Non, mais il a dit c'est le pire rôle de ma vie. Je crois qu'il avait dit Je crois qu'il y a une photo de lui en Batman dans son bureau pour lui rappeler qu'il fallait pas faire ça. De toucher le fond en fait. Il ne plus faire ce genre de conneries. Il avait qu'en gros un rappel. Bah, Chris O'Donnell, il était mort après. Hein. Là, il n'y a que dans NCIS qui revient. Mais il s'est passé un espèce de temps de fou. Alors, c'était le début de sa carrière. Il aurait pu énormément décoller. Allez, mort dans l'œuf. Voilà, fini. Mort dans l'œuf, c'est ça. Tout de suite, quoi, couper la base. Tu fais bon. Ah ouais, t'as choisi, hein, tant pis. Ouais, donc en fait, il suffit qu'il y ait un gros nanar pour qu'il n'y ait plus un seul film de super-héros. Ouais, mais c'est vrai que ça ne fait pas grand chose. Il y a tellement d'argent en fait qui est mis dedans. Maintenant, le budget moyen, c'est minimum 200 millions de dollars rien que pour tourner le film. Et c'est l'équivalent pour le marketing. Donc ça fait 400 millions de dollars pour faire le film. Donc les paliers pour la rentabilité sont énormes. Donc il suffit d'un qui se pète la gueule et. Ouais, remarque, il y a eu Green Lantern, les films de super-héros, ils ont quand même continué. Hein. Ouais, apparemment c'était pas top. Enfin, je l'ai pas vu, mais bon. Ouais, c'est vrai. Ouais. Donc, mais non, en fait, non, les nanars, ils ont aucune influence. Regarde les Wolverine. Ça continue toujours en fait. Tu vois, tu t'es trompé en fait. En fait, ils s'en foutent tant qu'ils mettent des frics, ça rentre. En fait, il fonctionne bien les films Wolverine. Oui, les gens n'ont pas. C'est vrai que la qualité n'est pas forcément exceptionnelle, mais. Mais ils s'en fichent le marketing aussi derrière. Enfin, s'ils vendent des produits dérivés après qui marchent, même si le film marche pas top, à la rigueur, c'est pas grave, c'est que la vitrine. Hein. C'est vrai que c'est un genre où les mecs qui regardent d'abord les chiffres. Regardent le nombre de dollars gagnés par malheureusement. Eh oui. Voilà, les objets dérivés. Enfin, je sais pas si les ventes de Blu-ray elles ont explosé. Pas le Blu-ray, mais les jouets. Ouais, c'est toutes les figurines, les Lego, etc. Ce qui cartonne, c'est les jouets, les figurines, tout ça, ça fait. Oui, mais pour Wolverine, je vois pas ce qu'ils ont pu faire à côté tellement c'était naze. Je vois pas. Ils peuvent pas vendre Deadpool, c'est pas possible. Deadpool, Jean-Michel Katana dans les bras. Deadpool, justement, un super-héros qu'on pourra adapter. Oui, il y a intérêt. Il y a intérêt Deadpool. J'attends ça. Il y a eu un projet Deadpool, ils ont écrit un scénario, mais pour l'instant. Ouais, et ce serait toujours Ryan Reynolds. Moi j'aime bien Ryan Reynolds, même s'il a joué dans 2 films de merde. C'est pas ça, on verra pas sa tronche. Voilà. Il sera derrière la caméra, on verra pas. Mais ouais, j'aimerais bien. Je veux. Est-ce qu'il y a d'autres films de super-héros que vous aimeriez voir à l'écran Deadpool. Surtout Deadpool. Après, je sais pas trop parce qu'on a commencé à brasser un peu tous les personnages iconiques des comics. Surtout côté Marvel, pour l'instant, côté DC, on n'est pas encore. Chez DC, moi j'aimerais voir Aquaman. Aquaman, c'est un truc qu'on n'a jamais vu pour l'instant. Ouais. Mais il y a tellement une crédibilité zéro au niveau du public, même si ça commence à se reconstruire. Depuis le relaunch. Ouais, mais tout le monde. Des océans, en fait, tout le monde le caricature en tant que monsieur, je parle au poisson. Ouais, enfin, monsieur parle au requin aussi. Ouais, ça reste un poisson. On le mange. Bon, ok, je suis seul fan d'Aquaman. Non. Depuis le relaunch de New 52, ils font vraiment quelque chose de super bien pour Aquaman. Ils l'ont recrédibilisé en 2-3 chapitres. Perso hyper classe. Donc moi, un film Aquaman, je suis vraiment pour. Hein. Ça pourrait être vraiment original, mais par contre, là, niveau com, il va falloir assurer. Mais rien qu'avec le nom, moi je connais pas. Aquaman, je suis pas sûr d'y aller. Des poissons. Je suis pas sûr d'y aller avec un nom comme Aquaman. C'est vrai que l'homme eau, l'homme poisson, non, je sais pas. Faudra trouver quelque chose. Je pense que les persos sous l'eau, déjà, genre Namor, tu vois aussi, je trouve pas. Je vois pas un film Namor. Non, Namor après c'est particulier au niveau des droits. Oui. Je n'ai pas fait l'avoir, mais. Moi, je ferais bien un film Aquaman, un truc sous l'eau. C'est jamais vu pour l'instant. Il y a eu le Grand Bleu. Jean Reno a pu faire un point. Effectivement, on a eu aussi, mais c'est pas pareil. Jean Reno peut-être en Aquaman. Non, de toute façon ça risque d'être Jason Momoa, celui qui joue Khal Drogo dans Game of Thrones, qui ferait Aquaman dans Batman v Superman. Je pense que justement ils ont choisi un mec bien costaud, bien badass. Bah ouais, il faut. Pour le crédit. Par contre, il a fait des films de merde aussi avant, il est cantonné. Il a fait l'affreux Conan, qui est ça. affreux. L'affreux connard. Connard le barbant. Connard le barbant. Donc ouais, c'est vrai que... Ouais.
Donc ouais, ils ont pris un méga badass, à mon avis, c'est dans le but, s'il perçoit un peu de popularité dans le prochain Batman v Superman, il y aura le film qui va suivre, Wonder Woman ça devrait suivre aussi sans doute, si Gal Gadot l'interprète bien, ouais, je sais pas, en fait je sais pas si on a vraiment une saturation, ouais. Ouais, je crois qu'il y a Cédric Bonnet qui fait des grands gestes. Qui fait des grands gestes, et qui pense que ça montre... Je veux dire, ça dure, arrêtez de parler. Ça dure, mais plus c'est long, plus c'est bon. Donc bon. Donc, on va poser la question pour conclure. Est-ce que vous pensez que le public va se lasser au final? Je pense qu'il va y avoir quand même une lassitude. On va garder. Moi, je pense qu'on va garder genre les premiers qui ont suivi toute l'arrivée de ces films-là au cinéma vont garder ça. Mais genre le public jeune qui va arriver, qui aura pas vu les films Marvel et tout, ça va être chaud pour eux de vraiment s'imprégner, et je pense qu'à ce niveau-là, il n'y aura pas forcément un intérêt à vouloir se mettre dans ce méga univers. C'est marrant parce que moi je pense complètement l'inverse en fait. Je pense qu'ils vont lasser plutôt le public qui est déjà installé, et qu'au contraire ils vont aller chercher du public plus jeune éventuellement. Tu penses qu'ils vont se mettre à dos les fans Je pense qu'ils ils vont essayer de ruser pour pas se mettre à dos les fans purs et durs, mais les fans hardcore on se les met rarement dans la poche, hein. Ceux qui sont vraiment pour hardcore, c'est rarement acquis, mais je veux dire le grand public tu te le mets plus facilement dans la poche, et peut-être aller chercher chez les plus jeunes, encore une fois marketing etc, pour essayer de récupérer un autre public qui va toucher un autre public. Je pense que ça peut pérenniser comme ça en touchant un autre public. Après voilà, son oui, et puis ceux qui regardent les films actuellement vont tous devenir papa, donc ils vont tous dire à leurs enfants ouais, moi j'ai vu ce film, regarde comment on fait, enfin moi je fais ça, ça qui marche. Mes enfants ils regardent des trucs que j'ai regardés, hein. C'est exactement ça de toute façon. Voilà. Ouais, mais je pense moi quand même qu'il va y avoir une sursaturation, il va y avoir trop de production, même ça se trouve c'est il va y avoir des morts, les films qui vont avoir des victimes, je pense. Il y aura des victimes. Il y aura de la casse. Jusqu'à Deadpool après. Et toi t'en penses quoi? Je pense que non, ils vont pas forcément se lasser. Ça va dépendre de la qualité des histoires au final. Qualité des histoires, qualité de réalisation, l'intelligence qu'il y a derrière. Si le film est bon, les gens iront le voir. Ouais. Ils iront voir la suite. Après, le bouche à oreille, effectivement. Sauf si après il y a 50 films de super-héros qui sortent par an, mais encore. Ouais, mais après, voilà, s'il y en a un qui plaît, ça va marcher. Je vois pas le genre disparaître comme ça du jour au lendemain. En tout cas, c'est bien installé. Hein. C'est vrai qu'en quelques années. Ouais. Avant le débat, je cherchais des genres qui avaient disparu un peu de la circulation. Le western. Exactement. Ouais, le western. C'est vraiment le western. Et encore, ça a mis du temps. Hein, parce que les westerns, il y en a eu pendant 40, 50 ans. Parce qu'on en a trop bouffé. Sans doute. Ça a duré 40, 50 ans. 40, 50 ans. Ah ouais, mais maintenant on se lasse vachement plus vite. Il y a tellement peut-être. Il y a un film, tu peux aller voir un film nouveau par semaine, tu oublies le film au bout de. C'est vrai que comme tu disais, le matraquage maintenant est beaucoup plus systématique. Donc, les westerns, c'est pareil, comme tu dis 50 ans, mais c'est pas la même culture, enfin c'est pas le même cinéma, etc. Les acteurs étaient bien installés, c'est plus du tout pareil. Là. Donc effectivement, on se lassera peut-être plus vite, je suis d'accord. Bon, moi j'ai trop optimiste quand même. Moi aussi, hein, je veux pas que ça disparaisse, hein, je veux les voir, hein, mais je veux pas que ça fasse comme le western. Mais je pense qu'il faut vraiment qu'ils contrôlent tout, il faudrait qu'ils se mettent tous d'accord. Les prochaines années vont vraiment être charnières. On va voir comment DC va s'en sortir. C'est ça. 2015-2016. 2015-2016, on va savoir. Si DC se pète la gueule avec ses films, c'est foutu. Ça va être mal barré. Enfin, c'est foutu pour eux. Marvel, Disney, à mon avis, ça devrait continuer. Disney, Fox avec ses 4 Fantastiques, on va voir ce qu'ils vont faire. Ils vont jamais le sortir. Ok, d'accord. C'est mort. On va voir. Bon, on va conclure. Bah ouais. Allez, dans la version portugaise. Donc voilà. Donc, super conclusion. Bon, voilà. Non, mais merci les gars. Je voulais laisser Kevin, c'est lui qui a lancé, je laisse conclure. Donc c'est le premier débat, donc n'hésitez pas à laisser votre avis dans les commentaires, parce que vous aussi vous pensez que tout va se péter la gueule dans quelques années. Ou survivre. Voilà, n'hésitez pas à lancer le débat, on est très curieux de savoir quoi est votre avis, votre opinion là-dessus. Votre avis nous intéresse. Voilà, donc c'était le premier débat Kicking, donc on va être ça récurrent je pense. Oui, toutes les émissions, on va essayer de faire un débat. Ça va être intéressant. Ouais, mais il y aura du sang. Sur le prochain, il y aura du sang. Du sang, il va y avoir du sang. Donc merci de nous avoir suivis. Et on n'a pas de courrier rien, je crois. Non, rien. C'est la fin. C'est la conclusion, c'est la fin. Il n'y a même pas le chef bonnet. Il fait coucou de loin, mais voilà. Il est planqué là-bas. On l'a puni. Il est au coin. Donc merci de nous avoir suivis et à bientôt. Salut.